RTV International, 17 ans déjà. Eh bien voilà, Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, comme pour dire, c'est l'heure de l'Afrique, comme tous les mercredis 19h30 sur DRTV International, c'est le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, parce que c'est à nous de chercher ces chemins-là de la Renaissance africaine et la devise quand l'Afrique parle de l'Afrique, à l'Afrique pour l'Afrique. Parce que vous savez qu'il y en a qui parlent des Africains, mais contre nous. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes qui prenons la parole, qui parlons de l'Afrique aux Africains et pour l'intérêt de l'Afrique. C'est ça qui nous réunit sur ce plateau. Et nous avons reçu un poids lourd du panafricanisme. Il va se présenter d'un moment à l'autre. Il est même accompagné, très bien accompagné, parce que la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Il faut que nous voyons que toutes les dispositions pratiques sont prises ici au Congo pour son séjour, parce que le combat panafricain est très lourd. Il part de loin, mais plus que jamais nous sommes arrivés à un moment hautement historique et déterminant où tout va se décider maintenant. Et donc c'est pour nous l'occasion de non seulement le recevoir, mais les saurer complètement avec ceux qui l'accompagnent ici, pour que nous puissions éveiller comme ça les consciences endormies des Africains, comme qui dirait, c'est aux Africains de dessiner les contours de l'Afrique de demain, aujourd'hui. Personne d'autre ne le fera à notre place. En tout cas, nous avons intérêt nous-mêmes à prendre nos responsabilités. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, professeur, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, pour la toute première fois, on sait que vous êtes connus, hein, les panafricanistes vous connaissent, mais qui êtes-vous par vous-même, par définition? Je suis un suivant du professeur Théophile Obenga. Ah. Un suivant, oui. C'est grâce à lui que nous sommes tous entrés dans cette école qui fait suite à Cheikh Anta Diop. Pourquoi sommes-nous entrés dans cette école? Parce que nous rêvions tous de grands projets. Nous pensions tous devenir des grands ministres, des grands chefs d'État. Parce qu'à l'époque, nous tous, l'école nous apprenait que dès que vous finissez avec des diplômes, ça y est, vous êtes parti pour être un grand homme de la République. Puis Cheikh Anta Diop nous a fait découvrir le contraire, moi en particulier, parce que je le rencontre en 84-85. Je ne le raconte pas personnellement, mais c'est au cours d'une conférence qu'il donne à Paris, à Beaubourg. Je suis en train de faire mes devoirs et de travailler en bibliothèque. Un ami me dit... qu'est-ce que tu fais là alors que le grand maître est là? Et c'est ainsi que je vais à la conférence, j'y assiste. Et à la fin de la conférence, je me rends compte que je me suis trompé complètement. Trompé complètement parce qu'à cette époque-là, je faisais des études de pétrole. Tous nos parents estimaient qu'il fallait faire des grandes études de pétrole pour gagner beaucoup d'argent, etc. Et Cheikh Anta Diop nous a dit ce jour-là que vous ne faites pas l'histoire, vous n'avez pas encore compris. Vous ne comprenez pas votre culture, vous n'avez pas encore su que vous êtes dominé. Vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes dominé, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore un homme, vous êtes un esclave. Ce jour-là, je ne m'en suis pas sorti. Et je crois que ça a été pour moi le déclic, parce que fils de chrétien, grand-père chrétien, pasteur, du côté maternel, grand-père paternel, pasteur, vous voyez que j'étais encerclé. Donc je suis une sorte d'îlot dans un monde complètement christianisé, et j'ai pu m'en sortir parce que j'ai rencontré un maître initié
qui a fait de moi aujourd'hui un bombok, c'est-à-dire un peu comme l'imam ou le prêtre ou l'évêque. Donc je suis un bombok sur le bassin du Cameroun, dans la confrérie du Mbok. Et ainsi donc j'assume des responsabilités rituelles. Et en même temps donc j'essaie d'écrire ces livres que vous voyez. Je suis retraité depuis 2 ans à peu près. Et je passe du temps à écrire. Voilà. Alors, vous passez du temps à écrire, c'est une très bonne chose quand on sait que les paroles s'envolent et les écrits restent. Des millénaires plus tard, les générations futures pourraient encore retrouver ce que le professeur avait dit ou aura dit aujourd'hui. Elles le retrouveront et pourront s'en inspirer. Oui, mais est-ce que, professeur, on peut avoir un résumé, hein, avant qu'on aille en profondeur, peut-être qu'on va discuter un à un, mais est-ce qu'on peut avoir un résumé de votre message à l'Afrique à travers vos livres? Cheikh Anta Diop et Obenga nous ont dit de regarder l'Égypte pharaonique parce que l'Égypte n'est pas occidentale, elle est entièrement nègre. Et en nous inspirant de l'Égypte pharaonique, nous pourrions nous-mêmes devenir des Prométhées capables de porter le destin de l'Afrique. Dans cette réflexion globale, je me suis taillé une brèche, refonder la pensée africaine. Parce que je m'étais rendu compte qu'en droit, on n'a pas un livre sur le droit africain, en économie, on n'a pas un livre sur l'économie africaine, en sociologie, on n'a pas un livre sur la sociologie africaine, en philosophie, il n'y a rien du tout. Alors moi, je me suis donné, pour continuer l'œuvre de Théophile Obenga, de travailler sur chacun des secteurs, pour que je sorte au moins un document de base qui puisse servir aux générations à venir de fondation pour l'enrichissement et l'approfondissement. Donc ce n'est pas des livres qui sont des livres définitifs ou très beaux, hein, non. Je ne suis pas philosophe de formation, ni sociologue, ni artiste ou n'importe quoi, mais il s'est agi de donner un point de départ afin que le complexe des vérités qui nous habitent. Vous savez, généralement à l'université, ce qu'on fait, c'est qu'on préfère s'aligner sur la culture dite universelle. L'idée d'une philosophie africaine n'effleure pas les gens, une sociologie africaine, ce n'est pas encore ça. Alors, en faisant ça, c'était pour ouvrir la brèche et permettre aux jeunes générations de savoir que chaque peuple a le devoir de comprendre et d'avoir. Il y a une philosophie juive, il y a une philosophie asiatique, il y a une philosophie occidentale. On parle même de philosophie arabe. Pourquoi nous n'aurions pas de philosophie? Voilà globalement le sens que je donne à mes livres. Alors, vous n'êtes pas seul, professeur, vous êtes accompagné. Si mon assistante Vikaël Obeko et Alexis Bongo, votre humble serviteur, sont de Urgence panafricaniste, mais il y en a qui sont de la Ligue panafricaine. Alors, dites-nous, pour ceux qui me suivent, qui êtes-vous, vous qui accompagnez le professeur? Donc, merci. Merci déjà de nous recevoir. Nous accompagnons le professeur Mbok Bassong qui est en séjour, je dirais presque en pèlerinage aujourd'hui au Congo. Moi, je suis Shemsou Or Sek. Shemsou Or, ça veut dire suivant. Le professeur s'est présenté tout à l'heure comme le suivant de Obenga. Shemsou Or, ça veut dire le suivant de Horus. Et les Horus, nos Horus d'aujourd'hui, sont le professeur Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga, le professeur Mbok Bassong. Je suis militant, membre fondateur de la Ligue panafricaine Umoja. Donc, la Ligue panafricaine Umoja, c'est une organisation multiforme, c'est une organisation politique, mais aussi culturelle. Nous travaillons également sur la dimension de la spiritualité au sein de la Ligue panafricaine Umoja. Et la Ligue panafricaine Umoja, aujourd'hui, c'est une organisation fédérale qui est en train d'émailler le continent et la diaspora historique, c'est-à-dire les Antilles et Haïti. Nous avons des sections territoriales, je peux citer quelques-unes, au Sénégal, au Mali, au Niger, dans les 2 Congos. Notre siège fédéral se trouve au Bénin. Mais donc la Ligue ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, la Ligue, c'est une organisation qui a été créée en 2010
À l'époque, c'était la Ligue panafricaine du Congo, Umoja. Simplement du Congo parce que sur les 6 membres fondateurs, il y avait 5 membres qui étaient du Congo, dont un frère de Côte d'Ivoire. Mais en 2012, nous avons fait, on va dire, notre mutation, grâce notamment aussi au concours des frères de Afro-Centricité International, parce que c'est après une bonne rencontre d'Afro-Centricité International que les frères nous ont interpellés pour dire vous êtes une organisation panafricaniste, vous ne pouvez pas être simplement sur le territoire du Congo. À partir de 2012, nous sommes la Ligue panafricaine Umoja. Ah, ouvert à tous les Africains, tous les panafricanistes partout à travers le monde. Voilà. Les panafricanistes qui sont bien sûr dans la diaspora moderne en Europe, sur le continent, mais aussi et surtout dans la diaspora historique. Super. On aime le fait que vous ayez comme ça là, pu atteindre tous ces panafricanistes partout où ils se trouvent. Alors, dites-nous, avec vos propres mots, qui vous êtes? Alors, je suis Jean-Luc Kwanda. Je dirais simplement que je suis citoyen panafricaniste. Je n'ai pas le profil du professeur Mbong Bassang, mais j'arrive d'un milieu associatif à Paris. Donc, j'ai découvert toutes les problématiques liées à nos difficultés en Afrique. Alors, quand on arrive en France, vous savez que la préoccupation de tout jeune en France, tout jeune africain, est de se former. Alors, on fait des études de sociologie, économie, pour tous ceux qui ont une certaine soif d'apprendre, égyptologie, histoire et tout ça. Mais on s'aperçoit malgré tout qu'il y a une insatisfaction parce que l'essentiel n'est pas atteint. Jusqu'au jour où je rencontre des militants panafricanistes regroupés au sein d'une association, Kepera, qui est dirigée actuellement par le fils aîné du professeur Cheikh Anta Diop, parrainé par Théophile Obenga. Donc autour de cette association, je rencontre des panafricanistes qui ont les mêmes soucis, les mêmes préoccupations que moi, et je m'y retrouve. Voilà comment on est avec d'autres venus d'Haïti, du Bénin, Sénégal, Gabon, Cameroun, etc. autour des problématiques propres à l'Afrique. Son développement, les conflits auxquels on est confronté, les pouvoirs actuels, etc. Et donc, on se rend compte qu'on n'est pas seul d'abord. On n'est pas seul et que les préoccupations que nous portons sont aussi celles de bien d'autres Africains. Donc, lorsque je rentre, je me dis qu'il faut peut-être faire la même chose que ce que nous faisons à Paris. Bon, avec les difficultés qu'il y a ici, on essaie de se débrouiller. Et donc, lorsqu'on a pris l'arrivée du professeur Mbong Bassang, on s'est dit, c'est aussi l'occasion peut-être de faire une très bonne occasion. Voilà, on va d'abord le faire connaître ses ouvrages. Et vous voyez que là, on a une demi-douzaine d'ouvrages. Ça vous donne aussi l'occasion de réaliser que les Africains écrivent. Les Africains écrivent et c'est très abondamment. Voilà. Tant qu'on est au Congo, par exemple, on pense que nous ne sommes que des lecteurs. Non, il y en a qui écrivent. Là, vous avez quelques ouvrages d'histoire, du droit, de sociologie, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, pas seulement de Mbong Bassang, mais de bien d'autres. Donc, lorsque vous êtes dans cet environnement, vous vous apercevez que nous ne sommes pas si pauvres que ça intellectuellement. Malheureusement, il manque peut-être des outils de médiatisation de ces travaux, et aussi des moyens, des réseaux de faire connaître à la jeunesse les procédés, les préoccupations et les approches de solutions qui sont amorcées ici ou là. Donc, comme il y a un certain vide, peut-être aussi entretenu, on a l'impression qu'il ne se passe rien au milieu des Africains. Non, il se passe des choses et ça bouge. Voilà pourquoi nous nous engageons à revivifier un peu, en tout cas au Congo, de faire comme ce qui se passe ailleurs. Quand vous arrivez au Cameroun, au Sénégal, il y a des associations qui sont organisées et qui font porter la voix de nos anciens, à travers nos préoccupations. Et on essaie de voir ce que sera l'Afrique aussi demain, dans 10 ans. Si on ne le fait pas, on se contente d'être, on existe et puis c'est tout. Voilà. Nous aimons ce que vous avez dit là. Ce vide est peut-être entretenu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce vide est entretenu par certains Africains ou bien
c'est l'accident de l'histoire qu'il y ait ce vide-là. On dirait bien qu'il y en a qui trouvent leur intérêt à entretenir ce vide. Bon, vous savez que lorsqu'on est un jeune Africain né dans un milieu néocolonisé comme ici, mais c'est la même chose partout ailleurs, quand vous allez à l'école, déjà au Congo, je pense que les manuels scolaires ne sont pas revisités depuis de longues dates. Moi-même, il m'arrive de donner des cours et je m'aperçois que les gens sont englués encore dans les modèles anciens. Ils n'ont pas les moyens de confronter avec une réalité extérieure. D'un autre côté, il y a des gens, il y a des institutions, il y a des structures qui ont intérêt à ce qu'on reste en l'état. Hein? Malheureusement. Oui, donc c'est à nous de faire en sorte de casser un peu ces chaînes mentales pour aller vers autre chose. Sur cette question, ben, peut-être que... Certainement, le professeur aura à boire et à manger, évidemment. On sait que le professeur est là pour ça, mesdames et messieurs. Nous savons que le combat panafricain, certains viennent de le découvrir à peine. Mais professeur, dites-nous, ça ne date pas d'aujourd'hui, l'éveil de la conscience noire, le combat panafricain. Il y a quand même eu des pionniers, ça part, on dirait, de très longtemps. Ça ne date pas de Théophile Obenga et vous. C'est toute une longue histoire. Vous savez que tout commence en Guadeloupe et en Occident. Hein. L'idée de revenir en Afrique parce que les Noirs subissent en Occident un racisme et une haine sans limite. Et tout part donc de cette volonté que les premiers ont eue. Sylvester William et puis Marcus Garvey, tous les panafricanistes Garvey. Lutte malheureusement interrompue dans le cas des indépendances en 1963 avec le coup de Monrovia et de Casablanca, où il y a eu la différenciation d'idéologique qui a fondu complètement l'idéologie de la Renaissance africaine en deux blocs dissidents, dont parlait tout à l'heure le professeur Kwanda. Et il y a eu d'un côté ceux qui voulaient absolument rejoindre le camp du blanc, du maître colonial qui aimait son odeur, qui aimait sa façon d'être, et ceux qui voulaient entraîner une rupture radicale, le groupe de Nkrumah et les autres. Il s'en est suivi une déchirure dont nous ne nous remettons plus. Hein. Nous savons aujourd'hui qu'entre nous ici, on est divisé entre ceux qui ont baissé les bras carrément, ceux qui pensent que quelque chose est à faire, d'autres qui croient qu'il y a quelque chose à faire, mais c'est compliqué du fait des modèles dominants qui nous agressent et qui nous rendent complètement léthargiques. Et nous sommes donc dans une situation très complexe. Mais dans cette situation complexe, c'est surtout l'élite qui gangrène. Hein. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés à l'école qui sommes le vrai poison de l'Afrique. Hein. On n'est pas 25%, mais c'est nous qui enterrons l'Afrique du fait que nous allons à l'école de l'autre. Mais plus nous allons à l'école de l'autre, tout se passe comme si nous sommes plus dangereux que ceux qui avaient les certificats d'études primaires et qui se comportaient. Mieux vaut encore les analphabètes de chez nous. C'est eux qui nous sauvent, hein, parce que s'il n'y avait pas l'analphabétisme, je pense que l'Afrique n'aurait plus d'espace. Hein, tout serait complètement vendu et détruit. Nous sommes une mauvaise élite. Nous sommes une mauvaise élite qui n'a pas le sentiment que prendre la direction du monde est un projet. Les Juifs ont pour objectif de prendre la direction du monde. Les Arabes entendent ravir la vedette à l'Occident. Les Asiatiques sont sur le chemin de l'espace et entendent être premiers dans moins de 50 ans. Il n'y a que les Africains qui ont le sentiment qu'être à la traîne de l'histoire n'est pas une problématique. Et ceux qui sont ainsi faits, c'est ceux qui sont allés à l'école, précisément. Ah oui, ça. Ah oui, ils se contentent de ce qu'ils sont, du haut de leurs privilèges. Ils regardent les autres avec beaucoup d'insolence, beaucoup de condescendance. Et ce n'est que normal, le professeur, ils sont civilisés. Ah oui, mais c'est ça que les questions. Vous savez, notre degré de civilisation a atteint les bords de la Seine. Hein? C'est-à-dire que nous sommes civilisés plus que les Occidentaux. Et tenez-vous prêts, nous sommes même plus responsables de l'Occident ici en Afrique même. Quand vous regardez les réseaux sociaux, ceux qui défendent les Arabes et les Occidentaux, c'est d'abord les Noirs comme vous et moi. C'est-à-dire qu'ils défendent l'islam avec la hargne d'un djihadiste. Ils défendent le christianisme avec la hargne d'un zélé Saint-Paul.
attention, nous sommes en train de dériver. Et cette lente dérive qui traîne depuis près de 50 ans risque de nous faire très mal et on risque de même pas se relever. Parce que désormais, tous nos pays sont divisés en deux. Cameroun, Burkina, Niger, Tchad. Désormais divisés en deux, tous nos pays. C'est une autre conférence de Berlin qui se prépare. Tout autour de nous, vous voyez qu'on va passer de 54 pays à 58 pays. La RDC est divisée en deux, la Somalie est divisée en deux, l'Érythrée est divisée en deux. Des conflits partout. Partout les conflits. C'est des no man's land qui ont été créés par le modèle capitalistique afin de piller tout ce qui se trouve dans ces no man's land tout en rendant nos pouvoirs complètement incapables de réagir. Et vous savez très bien que nos pouvoirs n'ont ni la force armée, n'ont ni les moyens de réagir. Donc du coup, le modèle capitalistique dominant vend les armes aux terroristes, mais ensuite va à l'État national. Et du coup, vous voyez, plus les richesses, tous nos pays sont divisés en deux. Hein. Et bientôt, je peux vous assurer qu'il y aura 108 États africains si nous prenons garde. Et je vois que vous avez porté l'urgence panafricaniste. Ça me rappelle quelqu'un qui est en bataille pour l'urgence panafricaniste. Il a beaucoup de poids et il en fait bien. Ah, voilà, c'est le jeune frère qu'il faut encourager. Et de toutes les façons, si on y prend garde, on est complètement foutu dans les 20 ans qui suivent. D'accord. Alors, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, ce n'est que une entrée. Hein. On est encore là sur les entrées seulement. Donc, on ne finit pas trop rapidement. On est sur les entrées, une manière de faire de telle sorte que nous puissions sortir d'ici avec le maximum d'enseignement, le maximum de connaissances de l'éminent savant professeur qui est ici, un demi-sphinx, lui qui est comme ça là, derrière Théophile Obenga, le sphinx, qui lui à son époque était derrière Cheikh Anta Diop. Ça doit être le grand sphinx. Donc du coup, ça permet à ce qu'il y ait transmission du savoir. C'est dans l'ignorance que nous sommes désarmés complètement. Alors, avant que le président ne délivre, avant que le professeur ne délivre son message, voilà ce qui va se passer. Quelle réaction, vous deux, suite à ce qu'il vient de délivrer déjà comme introduction, avant que Vikaël aussi, qui a une série de questions à lui poser déjà, commence par les 3 premières, et nous permettrons après au professeur de délivrer quelque chose sur demain l'Afrique, et nous allons bondir sur lui encore avec beaucoup d'autres questions. Alors, réaction à tour de rôle. Donc je voulais dire surtout aux jeunes téléspectateurs ce que le professeur Mbok Bassong tout à l'heure a donné un peu, on va dire, la trajectoire du panafricanisme. Nous avons coutume de dire que le panafricanisme est né dans les champs de canne à sucre. C'est-à-dire que c'est le premier moment du panafricanisme, c'est dans la douleur de l'esclavage. Dans la douleur, quand nos ancêtres se rendent compte qu'ils sont opprimés. Exactement. Ensuite, ce mouvement est arrivé. Notre point marquant, c'est la cérémonie du bois caïman. Là, on est en Haïti. Là, ce sont les initiés qui vont se lever pour sortir de leurs conditions. Ils vont sonner la révolte. Voilà. Ensuite, ça va arriver aux États-Unis. Aux États-Unis, où naît, on va dire, le panafricanisme politique. Et bien sûr, on passe par les Marcus Garvey. Et ça arrive au niveau des États-Unis, où il y a les éminents panafricanistes qui ont eu à faire 5 congrès panafricains. Et le premier congrès, justement, c'était le congrès où on a démarré le panafricanisme politique. Le panafricanisme arrive sur le continent par Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah qui participe au 5e congrès panafricain. Et donc c'est lui qui ramène le panafricanisme. Il participe au 5e congrès panafricain aux États-Unis, en Amérique. Le 5e congrès panafricain, c'est à Londres. À Londres. Il participe au 5e congrès panafricain. Avant lui, il y avait un seul Africain qui avait eu à participer à un congrès panafricain. Mais Kwame Nkrumah, c'est celui qui va presque co-organiser ce congrès et ramener le panafricanisme politique sur le continent. Donc c'est très important, surtout pour les jeunes, de voir un peu que cette trajectoire aujourd'hui, le panafricanisme,
c'est au-delà de l'idéologie, c'est une manière d'être, c'est une manière de voir le monde, de voir les choses. Et ce panafricanisme se nourrit ensuite au niveau de la diaspora moderne, avec ce qui est aujourd'hui devenu une identité créée au sein de cette diaspora qu'on appelle les Kamites. C'est-à-dire que les Kamites, c'est toute cette famille qui prend comme source l'Égypte antique. Et ça, c'est grâce, bien sûr, à Anténor Firmin qui a eu à faire le premier travail sur l'Égypte, mais surtout aux travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Donc, tout à l'heure, le professeur on a parlé de l'Institut Kepera, c'est-à-dire que l'Institut Kepera, qui est dirigé par le fils de Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbaké, et Africa Mat ont été des structures qui ont permis l'éclosion jusqu'à avoir nos frères de l'agence panafricaine, c'est que ce sont les Kémis. Ah oui, évidemment, c'est la conséquence de tout ça. C'est le mouvement qui naît de ce bouillonnement et qui donne aujourd'hui la Ligue panafricaine Umoja, qui donne Nation Kamite, qui donne Afrocentristie internationale. Donc toutes ces organisations qui sont dans le mouvement panafricaniste. Parce que le mouvement panafricaniste, bien sûr, à l'intérieur, il y a, on peut dire, des courants. Il y en a qui vont plus travailler sur la dimension spirituelle, d'autres sur la dimension politique, d'autres plus sur la dimension scientifique. Mais tout ça, c'est un mouvement qui est destiné à faire le Sema Taoui. Parce qu'à un moment donné, comme dit le professeur Mbok Bassong, dit le Sema Taoui, c'est le Sema Taoui, c'est l'union des deux terres qui était la haute et la basse Égypte. Mais aujourd'hui, c'est l'union de la diaspora historique et de l'Afrique sur le continent. Super. Alors, professeur, complément d'information. Disons que lorsque j'entends parler le professeur Mbok Bassong, je me dis, nous sommes dans une logique, on aurait dû être dans une logique de préoccupation, d'angoisse. Et pourtant, quand on observe les Africains, les Congolais précisément, ils sont heureux, ils sont joyeux. Lorsqu'ils sont préoccupés, c'est sur des questions individuelles, en tout cas les préoccupations matérielles, quotidiennes. Alors que nous avons des bonnes raisons d'être vraiment préoccupés. Quand on voit la marche du monde aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe autour de nous, on se dit que pour être serein aujourd'hui, si un Africain est serein, on aurait pu dire que c'est presque une anomalie. En tout cas, normalement. Oui, le monde tel qu'il marche aujourd'hui ne nous permet pas... Mais donc nous, les Africains, nous sommes, comme qui dirait, déconnectés de la marche du monde. Tout à fait. On dirait bien que les choses se font, les autres avancent. Nous sommes carrément à l'ombre de quoi, sous le manguier. Mais tous les jours et partout, il se passe des situations qui devaient nous interpeller. Malheureusement, on est là pour notre pain quotidien, quand on est un peu préoccupé, mais difficilement vous verrez des groupes se retrouver pour parler de l'Afrique de demain. Et comment faire pour s'en sortir? Voilà, et nous en profitons, mesdames et messieurs, pour vous dire, tout ça est normalement du fait de l'élite. Le professeur dit, nous avons de mauvaises élites. Elles sont préoccupées à autre chose. Si jamais elles se penchaient sur le devenir de l'Afrique, l'éveil des consciences, la renaissance africaine, on aurait pris le décollage depuis très longtemps, mais nous sommes comme freinés par sinon nos propres élites, parce qu'elles sont aussi morcelées à travers le continent. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aurons donc Éminence Landi, qui viendra comme ça là nous parler du Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Nous profitons du fait qu'il y a le professeur dans nos murs ici, pour qu'il puisse assaisonner la chose, en montrer le bien fondé. Est-ce que ça sert, un temps soit peu, de revenir sur notre histoire, d'aller encore fouiller derrière nous, dans la poussière ou bien les temps de poussière du temps, ces vaillants qui ont fait l'Afrique d'hier, ça va nous servir à quoi? Le professeur nous dira si le mois de l'histoire des Noirs est important ou pas, si nous devons nous mobiliser du 1er au 29 février 2020 partout à travers le monde pour comme ça là exhumer la mémoire noire, ou si ça ne sert à rien. Alors professeur, où nous en sommes? C'est Vikaël qui a comme ça là récolté un certain nombre de questions
d'elle-même et des téléspectateurs qui savaient que vous arriviez sur ce plateau, avant que vous ne délivrez même votre message. Nous allons sur ces questions-là parce que ça va vous donner une idée de ce que disent les gens, de ce que pensent les gens, des difficultés que nous rencontrons en tant que panafricanistes. Et après, là, vous pourrez nous délivrer votre message. Alors, Vikaël, c'est à vous. Bonjour, professeur. Voilà la toute première question. Pourquoi les panafricanistes ne sont pas unis chacun dans son coin? Ou pourquoi ils sont dispersés? Trop de groupes de panafricanistes, pas d'unité, en rang dispersé. Et même le plus grave, on vous dit ça, c'est que la Ligue panafricaine organise quelque chose, tous les autres panafricanistes restent dans leur coin chez eux à la maison. Ah, ça c'est eux. Nous, on va pas là-bas. Ils ne sont même pas informés, M. Alex. Ah, des fois, ils n'ont même pas l'information. Alors pourquoi tout ce beau monde-là évolue en rang dispersé? Ça, c'est pas la faute du professeur Mbong Bassong, Théophile Obenga et les autres. Non, parce que c'est une loi naturelle. Hein. C'est le deuxième principe de la thermodynamique, le désordre. Aucune chose, aucune association n'a la capacité de rester elle-même tout le temps et pendant longtemps. Le premier principe de la thermodynamique, c'est la conservation de l'énergie. Le deuxième principe, c'est la dispersion. Même votre voiture finit par s'abîmer. Et le troisième principe, c'est la reconversion et ce qu'on appelle en négantropie la réorganisation. Cette dispersion est très souhaitable pour nous parce que en face nous avons des gens violents. Si nous formons un seul cordon, ils vont nous pulvériser avant que nous ayons fait le travail. Il ne faut pas sous-estimer le mal. Donc il est bon et souhaitable même que nous soyons dispersés dans un premier temps parce que nous avons des héritages culturels. Beaucoup d'entre nous sortent de moules différents. Attention, nous sortons de 5 siècles d'esclavage. Et pendant ces 5 siècles, il y a eu l'école de l'autre, il y a eu la religion des autres, il y a eu le modèle de l'éducation des autres, il y a le modèle de l'État-nation des autres. Donc, nous avons eu le premier problème, c'était le monde arabe, musulman. Donc nous avons déjà des musulmans comme héritage. Nous avons eu des chrétiens comme héritage. Nous avons l'école anglophone, lusophone, francophone comme héritage. Et enfin, nous avons le modèle de l'État-nation qui pulvérise nos ethnies en entités séparées et sans agglomération possible. Comme dit le professeur Théophile, on ne peut pas brûler tout le monde. On ne peut pas empêcher les autres de s'exprimer. On ne peut pas faire en plein 21e siècle, faire comme s'ils n'étaient pas là. Ça veut dire que ces entités doivent vivre parce que l'unité et la diversité sont la loi de la vie. Cette diversité doit a priori nous servir comme ferment pour la réorganisation d'une unité. Ce n'est donc pas en soi une mauvaise chose la première dispersion. Ça peut même être une stratégie de conquête si nous savons nous armer des méthodes souhaitables pour que ce qui est dispersé, a priori dispersé ou apparemment dispersé, se refonde dans une unité. D'accord. Mais donc il faudrait bien que nous parvenions, le moment venu, à fédérer nos énergies, nos forces, nos intelligences, nos moyens, pour que nous puissions comme ça là atteindre ce que disait Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir ou périr. Alors, Vikaël, deuxième question. Oui, pour ceux qui nous suivent, ils peuvent nous poser toutes les questions possibles qu'il faut. Professeur, la deuxième question est celle-ci. Est-ce que nous pouvons parvenir à l'unité africaine un jour comme demandé par le président Kwame Nkrumah? C'est une utopie ou bien c'est possible qu'on va y arriver un jour à cette unité? Nous n'allons pas arriver à une unité parce que nous sommes déjà dispersés et les fondations sont solides. En revanche, il ne s'agit pas d'une unité, mais d'une unicité d'opinion. C'est-à-dire qu'il nous faut converger vers une attitude qui prendrait en charge toutes ces dispersions, avec pour objectif un domaine de définition et un cadre donné pour que tout le monde s'entende sur le minimum. Même dans l'Afrique ancestrale, tout le monde n'était pas d'accord. Hein. Ah. Oui, le fédéralisme africain du Mali, de l'Égypte pharaonique. En Égypte pharaonique, il y avait 42 noms, hein, 42 régions.
au Ghana, Mali, il n'y a jamais été question que tout le monde s'entende. Mais simplement, il y a toujours eu une base minimale, ce qu'on pourrait appeler la cause fondamentale qui fait que nous nous unissions. Dans l'Égypte pharaonique, on l'appelait Maat, c'était la déesse de la vérité et justice, qui voulait que tout le monde s'entende sur le fait que qu'est-ce qui est juste et bon pour nous tous. Il en sera de même pour demain. Il n'y aura pas une unité de manière fondamentale, mais il y aura une question. Qu'est-ce qui serait bon pour nous tous pour que nous nous en sortions? Exactement comme le monde arabe le fait, le panarabisme ou le monde occidental. Ils sont différents, grecs, romains, Paris, j'allais dire allemand. L'Allemagne, chacun défend ses intérêts, mais en même temps, l'intérêt de tous. Le professeur veut réagir. Je voulais dire que, bon, quand vous parlez du mot utopie, je vois derrière un peu d'ironie, mais l'utopie, c'est une bonne chose. Et en réalité, l'unité est souhaitable. Pourquoi? Parce que nous avons tout autour de nous des grands ensembles, qui le sont peut-être de façon naturelle, mais nous avons été aussi, nous, des espaces assez importants. Quand vous prenez un pays comme le Congo Brazzaville, 4 millions d'habitants, en voyant large, 4 millions d'habitants. En face, vous avez des pays comme la Chine, 1 milliard, plus d'1 milliard, l'Inde, l'Indonésie, pour parler de l'Asie, l'Europe, etc. Quand vous êtes en ordre dispersé, face à des problématiques aujourd'hui très importantes, on ne peut pas parvenir à grand-chose, à quelque chose de pertinent. On ne peut pas faire le point. Bon. Donc, au moins, on a déjà commencé avec les groupes régionaux, CEMAC, UDEAC, etc., je ne sais plus quoi, et on s'aperçoit que ça ne donne pas grand-chose. Pas trop d'effet. L'idéal, en tout cas, c'est d'aller vers ce que nos anciens ont toujours appelé de tous leurs voeux, l'unité de l'Afrique. Pourquoi? Parce que si nous sommes... que le professeur Théophile Obenga appelle l'État fédéral d'Afrique. Oui, la seule issue, pour compléter sa phrase. Si nous n'aboutissons pas à une unité, je crains que dans les décennies à venir, nous soyons au moins culturellement perdus. Président, une réaction? Oui, bon, je voudrais dire qu'effectivement, nous avons eu le bonheur de rencontrer le professeur Obenga il y a quelques jours, et c'est justement en parlant de ce sujet, il nous disait que l'utopie qui a été balancée comme ça, là, c'était d'abord dans un point de vue négatif par les autres. Mais cette unité, en fait, elle est créatrice. Moi, ça me fait penser à cette phrase de Nelson Mandela qui disait « It's never impossible until it's done ». C'est toujours impossible jusqu'à ce que ça soit réalisé. Donc, au contraire, donc, je pense que le professeur Kwanda a raison. C'est une utopie, mais c'est une utopie qui doit plutôt être une force pour nous, pour aller vers l'unité qui est la seule issue, comme l'a dit le professeur Obenga. Cette unité permettrait certainement, le professeur nous dira le moment venu, que nous puissions comme ça la construire, sinon concevoir, imaginer le rêve africain, parce que la problématique de l'Afrique, professeur, c'est aussi que je dirais que nous sommes en perte de rêve. On n'a pas trop de repères, on n'a pas le rêve africain, s'il existe ou pas. Les élites ne rêvent plus parce qu'elles ont intériorisé comme légitime l'identité du maître. Elles ont intériorisé comme légitime les chaînes de pensée du maître. Et du coup, elles interprètent leur propre réalité en référence aux chaînes de pensée du maître. Quand vous êtes dans cette attitude mentale qui consiste à réfléchir sur vous-même en ayant les chaînes de pensée du maître, c'est parce que vous avez l'illusion qu'il se construit une universalité sur son modèle. Donc les Africains d'aujourd'hui croient que le modèle de l'Occident est un modèle universel parce que ce modèle-là, qui a droit de citer aujourd'hui, leur semblerait un confort moral dans lequel ils pourraient fondre eux-mêmes leurs propres utopies mentales. Ce qui nous arrive aujourd'hui vient de ce que l'école où nous allons fait de nous des traumas particuliers. C'est-à-dire que quand nous finissons l'école, nous sommes des assistants moraux du maître qui a préparé notre propre asservissement. Et du coup, nous avons le sentiment que lorsque nous parlons comme lui, lorsque nous
disons la science comme lui, nous avons le sentiment que nous sommes en science. C'est pour ça que l'élite est battue. C'est-à-dire que les universitaires ont le sentiment que quand ils disent la science au nom de l'Occident, ils pensent qu'ils sont en science. Or, la science n'est pas universelle. Ce qui est universel, ce sont les résultats de la science. La science, c'est la manière dont un peuple se prend en charge pour faire de sa culture un objet de connaissance rationnelle. Si je suis bantou, si je mange de cette façon et danse de cette façon, ça veut dire que je peux codifier la manière dont je danse et je peux l'imposer de cette façon aux autres, rationnellement, pas intuitivement. Parce que notre élite vit intuitivement la pensée africaine, mais elle ne la connaît pas rationnellement. C'est-à-dire, elle vous parle de philosophie, de sociologie, d'organisation, de sciences politiques, mais elle pense que, suivant le maître, elle est en train d'organiser sa propre pensée de manière souhaitable. Voilà pourquoi chacun dit dans quelle université il a étudié. Voilà. Il est parlé de diplôme de telle université. On est sorti de Donc il ne faut pas blaguer avec lui. C'est pas n'importe qui. Il est sorti de Sorbonne, alors quand un Sorbonnard... Ce sont des utopies mentales, c'est des complexes d'infériorité qui nous assiègent, qui nous habitent. Hein. Ça habite nos consciences. Vraiment enraciné dans nos consciences. C'est des délabrés mentaux, hein. Attention, le mot n'est pas mal utilisé. C'est très fort. Parce que le mot n'est pas mal utilisé. Il ne faut pas croire que je sois pas sérieux ou bien que je sois enclin à insulter. Non, le mot est juste. Parce qu'il dit ce que nous sommes. Parce que les Juifs ne font pas cette erreur. Les Arabes ne font pas cette erreur-là. Les Arabes n'ont pas le sentiment qu'ils tirent de l'Occident quoi que ce soit. Les Asiatiques, encore moins. Rien du tout. Ils vont conquérir les PhD pour être les maîtres du monde. Nous allons conquérir les diplômes pour être à la traîne du maître. C'est ça le problème. C'est ça notre problème. Donc nous avons légiféré dans notre tête, cognitivement, c'est-à-dire d'un point de vue de l'intelligence, et même d'un point de vue rationnel, que le maître sera toujours le maître, et que c'est parce que nous le suivons que nous sommes sur la bonne trace. Vous voyez un peu le drame que nous vivons. Oui, ça c'est clair. Et comme disait le professeur Théophile Obenga, mesdames et messieurs, il dit le mal de nous autres Africains, nous les Noirs, c'est de toujours quémander la permission de l'autre. Quand nous voulons faire quelque chose, est-ce que ça va plaire aux Blancs? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être fait? Mais ce n'est pas à nous d'apprécier, nous demandons la permission aux autres. Mais eux, quand ils s'organisent, ils ne nous demandent pas. Quand ils veulent faire, ils font. Et nous subissons. Mais nous voulons tellement les copier, tellement les imiter, qu'après nous avons peur, nous-mêmes, de nous démarquer de ce qui nous avait été inculqué. Et nous préférons rester dedans parce que c'est ça qui est normal. Et du coup, nous allons mourir là-dessus jusqu'à la fin du monde. On ne pourra jamais devenir comme les autres parce que lorsque les autres, comme les Asiatiques, comme les Arabes, conquièrent leur souveraineté culturelle, intellectuelle, mais nous sommes toujours assujettis de manière socio-culturelle et politique à cet Occident impérialiste, quand bien même nous savons que c'est eux qui étaient venus un jour ici nous mettre faire, sans nous demander notre permission. Alors, Vikaël, pour les téléspectateurs et pour vos questions là-bas, quelle est la suite? La troisième ou la quatrième question? La troisième. Professeur, croyez-vous en une Afrique nouvelle? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y aura un jour une Afrique nouvelle? Ou bien si les choses sont parties pour ne plus jamais changer? Dites-nous que ça ne sert pas de combattre, que la Ligue panafricaine ou Moja laisse seulement, que l'urgence panafricaniste laisse seulement, Africa Mat, tout ce bon laisser seulement. C'est parti pour ne plus changer. Mais l'Afrique est déjà debout. C'est la douleur de l'enfantement maintenant. C'est-à-dire que vous savez qu'une femme enceinte, elle a mal, mais c'est parce que l'enfant va naître. L'Afrique est debout depuis que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont fait ce travail de titan. 72, avec le 74 avec le colloque du Caire. Parce qu'ils ont percé l'abcès. S'ils n'avaient pas percé cet abcès, nous n'aurions pas eu de possibilité de nous en sortir. L'Égypte serait restée une affaire métissée où les Noirs ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes, où ils ont toujours besoin du maître pour faire quelque chose.
Donc il y a un problème de psychologie mentale. En neurobiologie, on parle de sciences cognitives. C'est-à-dire, notre cerveau fonctionne comme un logiciel. Il est d'accord avec ce que vous lui donnez. Si votre logiciel, votre ordinateur n'a pas reçu des informations, il répond en fonction de ce qu'il a dans son contenu. Or, nous sommes allés à l'école étrangère et on nous a mis un contenu qui n'est pas le nôtre. Du coup, quand nous réfléchissons par rapport aux paramètres de ce contenu et les réponses que nous lui trouvons sont les réponses liées à ce contenu. Donc, avant même que nous ayons réfléchi, nous avons déjà des réponses toutes faites par rapport au contenu que notre cerveau a. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'il faut déconnecter le cerveau de ce modèle. Et c'est ça l'objet de ces livres-là. C'est ça l'objet de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Parce qu'en déconnectant notre cerveau de ces chaînes pensées qui font arrimer le cerveau africain sur le cerveau du maître, nous sommes incapables de concevoir autre chose que ce que le maître a précisé et autre chose que ce que le maître a préparé en vue de notre propre colonisation et asservissement. Donc, du coup, ça a été préparé à dessein. Préparé à dessein, pensé. Nous sommes aujourd'hui comme l'esclave du 19e siècle. Nous sommes libres, mais nous disons, mais depuis ce temps, l'esclavage, on ira où encore? C'est ça l'élite. Hein? Notre élite, c'est que depuis qu'on est esclave, on nous libère aujourd'hui, mais on ira où encore? Il y a encore quoi à faire. Il y a encore quoi? Mieux on reste sur le maître. Ça c'est clair. C'est la position. Ça c'est clair. Ça c'est une réaction. Non, mais le changement en réalité, il est irréversible. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est vrai qu'en regardant ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que rien ne bouge. Qu'au contraire, on va vers une fatalité. Voilà. Mais la diaspora nous permet aussi d'avoir un autre curseur aujourd'hui. La diaspora, mais aussi certains autres pays où il y a vraiment une dynamique qui est engagée. Et donc, moi j'ai foi parce que il y a quelques années, nous quand on était étudiants, les ouvrages pertinents écrits par des Africains étaient rares. Et encore, aujourd'hui, dans tous les domaines, on a là quelques exemples d'ouvrages écrits par des Africains qui se sont déconnectés, qui se sont démarqués de la tutelle. Parce que le professeur est en train d'expliquer, ce n'est pas facile pour un Africain de se dégager de la tutelle du maître. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et plus le mouvement avance, plus l'adversaire devient aussi de plus en plus féroce. Donc, par rapport à cette férocité, à action, réaction, nous on fait des choses, eux aussi ils ne nous laissent pas tranquilles. Hein. Et ils ont un avantage sur nous dans le domaine de la science. Eux, ils ont des institutions financées par les gouvernements, etc. Alors que nous, généralement, ce sont des individus qui travaillent en ordre dispersé, ils n'ont pas le choix. Mais malgré ça, on avance. Et il y a des individus, il y a des associations, aujourd'hui de plus en plus dynamiques, que je me dis qu'on ne peut plus sous-estimer. Et l'adversaire le sait. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, au Collège de France, on a ouvert, comment ils ont appelé ça, une discipline sur l'histoire ancienne de l'Afrique, dirigée par un historien, Fauvel-Aymar. Pendant longtemps, ils étaient tranquilles, ils n'avaient même plus besoin de ça. Mais au fur et à mesure qu'ils s'aperçoivent que les historiens africains montent au créneau pour expliquer l'histoire... Tout ce bouillonnement-là. Oui, ils expliquent l'histoire à leur manière. Je peux donner le cas de Klapopo, d'Ongala en RDC, je ne parle même pas des anciens. Donc, ils sont obligés de mener une contre-offensive. Et cette contre-offensive se traduit par la mise en place d'une chaire d'histoire ancienne pour essayer de contenir cette jeunesse qui arrive, donc qui est un peu en train de se... Ils perdent un peu de leur influence. Voilà. Et ça, c'est dans le domaine de la science, mais dans le domaine politique aussi, on parle tout à l'heure, on a parlé de Kémy Séba, et il y en a d'autres qui sont là en train de faire prendre conscience, d'interpeller la population, les dirigeants. Dans le domaine de la spiritualité aussi, il ne manque pas des gens aujourd'hui pour dire, voilà, il faut... Le professeur Omotunde, le professeur Kovi Gomez, le professeur Grégoire et bien d'autres. Tout le monde-là. Vous voyez qu'il y a du monde. C'est très 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 fort.
Et mesdames et messieurs, on a bien vu le président Emmanuel Macron obligé de faire venir à l'Élysée une certaine élite de la diaspora africaine comme pour contenir cette vague-là, comme pour dire en tout cas, la France a encore besoin de vous. Mais la vérité est que c'est plutôt l'Afrique, Maman Afrique, qui a besoin de nous. Toute la crème de l'intelligence africaine à travers le monde. Tous nous devons converger, revenir au chevet de notre continent à l'agonie pour, comme ça là, réveiller donc, ce géant noir afin que demain nous aussi, comme le professeur l'a dit ici, que la nouvelle Afrique, elle est en marche et c'est une marche irréversible. Nous y arriverons à condition que nous mettions tous la main dans la patrouille. Le président a quelque chose à dire? Non, je voulais en fait juste parce que le professeur Bongbasson a paraphrasé tout à l'heure le professeur Charanta Diop qui disait justement à propos, mais c'est au-delà de la question de l'élite, hein, c'est-à-dire que l'Africain d'aujourd'hui est comme cet esclave du 19e siècle qui, une fois libéré, ne sait plus où aller. Ne sait plus où aller depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. Oui, comme quelqu'un qui a passé 45 ans en prison, il sort. Voilà. Après, dehors, il ne sait plus où aller. Tout a changé autour de lui. Il préfère rester esclave de maison, tranquille, parce qu'il a le confort, plutôt que d'aller, on guillemets, à l'aventure. Mais en réalité, c'est véritablement une question de paradigme, c'est-à-dire que de la manière dont nous voyons les choses. Nous avons le choix entre le paradigme afrocentré, c'est-à-dire que voir l'Afrique, les intérêts d'Afrique depuis l'Afrique, par les Africains, pour leurs intérêts, et le paradigme eurocentré. Donc on a le choix. Bon, on a, au-delà de l'élite africaine d'aujourd'hui, qui a été, comme dit le professeur Bongbasson, battue sur le domaine de la science, sur le domaine de la spiritualité. On voit aujourd'hui comment, même sur le plan du franc CFA, comment nous tergiversons, nous n'arrivons pas à déterminer quel est notre intérêt, quel est l'intérêt de l'Afrique pour trancher ce problème. Nous sommes battus, bien sûr, sur le plan de la politique. Pensez qu'un pays comme les États-Unis, 54 États, quand ils vont discuter avec les Africains, c'est chaque État unité, c'est 54 États africains qui se retrouvent face à un État, continent, qui est les États-Unis. Même chose pour l'Afrique. Comment vous voulez compter sur l'Afrique? Nous avons 54, s'il y a 54 États, 54 ambassades. Une seule ambassade des États-Unis, une seule ambassade de la Chine. L'Europe aujourd'hui, bon, ils sont en train d'aller vers là. C'est-à-dire que c'est la question de l'unité politique. Donc, mais vraiment, ce que je voulais souligner, c'était cette question de paradigme. La vision, quelle vision nous avons des intérêts de l'Afrique? Est-ce que nous avons, comme dit le professeur Obenga, est-ce que nous avons la capacité? Parce que vous voyez la dimension, il y a trois dimensions, la dimension politique, la dimension spirituelle et puis la dimension scientifique. La dimension politique, c'est quoi? C'est la capacité, notre capacité de décider de notre destin. À notre manière. Comme dit la décision, avoir la décision de dire voilà l'intérêt de l'Afrique et nous battons pour ces intérêts-là. Et malheureusement aujourd'hui, c'est aussi l'affaire forcément de l'élite qui n'a pas cette vision, qui travaille pour l'instant dans le cadre du paradigme eurocentré, d'où tous les mots que nous pouvons avoir aujourd'hui sur le domaine de l'éducation, sur le domaine même de l'agriculture. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, au Congo, nous importons même les œufs. Même les œufs. Nous importons même les œufs, nous importons l'Afrique importe tout. Voilà, donc quel est le modèle économique aujourd'hui de l'Afrique? Bon, ça c'est justement le professeur Bongbasson nous a donné la matière, il a réellement donné les théories dont nous avons sur l'ensemble de ce domaine. Vraiment, j'invite, moi-même je me suis déjà fait une religion du professeur Bongbasson parce que j'ai trouvé en lui, c'est pas un dépassement, mais en tout cas le complément nécessaire par rapport aux travaux du professeur Charanta Diop et Théophile Obenga. Et vraiment, j'invite la jeunesse africaine à s'imprégner de ce travail-là. Nous avons la chance, vraiment le bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont rencontré le professeur Charanta Diop, mais beaucoup aussi
ne le connaissent que presque en rêve parce qu'ils n'ont pas eu l'honneur de le croiser. C'est une chance aujourd'hui pour les jeunes Congolais d'avoir le professeur Mbong Bassong qui est ici aujourd'hui en terre du Congo. Vraiment, ça serait le professeur a promis de revenir en février. Je pense que quand il sera là, on organisera vraiment des rencontres avec la jeunesse un peu plus grandiose, on va dire, avec l'aide et l'accompagnement de... Bien sûr, on va essayer de ratisser large alors pour que beaucoup plus de jeunes bénéficient, beaucoup plus de panafricanistes, mais au moment où nous chutons dans cette première partie de l'émission, nous disons que si jamais la bonne nouvelle se confirme et que le professeur Mbong est avec nous au mois de février, ça veut dire qu'il va fêter avec nous le mois de l'histoire des Noirs ici au Congo. Donc Éminence Bandi et toute son équipe, dont nous faisons partie d'ailleurs, devront prendre des responsabilités, planifier les choses de telle sorte que ça se passe avec lui ici et pour que nous puissions donc en bénéficier au maximum. Information, débat, culture, divertissement sur Dear No. 1 92.2 FM.